Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Ronan Lemoal. Bonjour Ronan. Bonjour. Fondateur d'Épopée Gestion, fonds d'investissement régional. Thomas Grébine, bonjour Thomas. Bonjour. Responsable du programme macroéconomie et finances internationales au CEPI, et Ludovic de Sauté. Bonjour Ludovic. Bonjour Raphaël. Directeur délégué de la rédaction de La Tribune. N'hésitez pas à réagir sur mon compte Twitter, @legenra, LEGENRA. Posez des questions, on les évoquera, on les posera durant cette heure d'émission ensemble. Et on commence par les dernières déclarations de la Maison-Blanche et Donald Trump qui continue son offensive après le Venezuela. Le Groenland, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a fait savoir hier que pour le gouvernement américain, acquérir le Groenland, je cite, était une priorité de sécurité nationale pour les États-Unis, et qu'utiliser l'armée américaine est toujours une option à la disposition du commandant en chef. On a quand même un membre de l'OTAN qui menace un autre membre de l'OTAN, un membre du Conseil de sécurité de l'ONU qui menace un pays européen. Bon, d'abord, il faut peut-être qu'on rappelle ce que cherche Donald Trump au Groenland. Pourquoi cet appétit pour ce géant de glace, si je puis dire. Thomas, je commence avec vous. Je pense qu'il cherche plusieurs choses. D'une part, il cherche, et ça je pense que c'est son principal point, c'est que le Groenland, c'est très riche en métaux stratégiques et en ressources. Et donc ça, je pense que Donald Trump, malgré tout, et ça, je pense que c'est intéressant quand on compare son premier mandat avec ce second mandat, je pense qu'aujourd'hui, il a une cohérence qui est beaucoup plus forte que ce qu'il y avait il y a 4 ans. Et depuis son arrivée en janvier à la Maison-Blanche, il a mis en place véritablement une stratégie pour essayer de sécuriser ces terres rares, que ce soit sur ou tous les métaux stratégiques, que ce soit sur le sol américain, c'est-à-dire via notamment un décret pour favoriser toutes sortes d'extractions sur le sol américain. Oui. Le Pentagone a investi dans une société au Texas de terres rares. Et puis on voit que sur le plan international, de même, il y a une préoccupation très très forte de l'administration américaine pour essayer de sécuriser au maximum. Et on voit par exemple le Premier ministre pakistanais qui s'est rendu à la Maison-Blanche en septembre. Lors de cette visite du Premier ministre pakistanais, il y a eu un accord qui a été annoncé sur les métaux stratégiques. Il y a eu aussi des discussions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan cet été. De même, la Maison-Blanche a essayé de s'immiscer pour essayer aussi de sécuririse des approvisionnements. C'est la guerre des ressources, hein. Voilà. C'est et donc là, le grand enjeu du siècle. Et là, évidemment, quand on pense au Groenland, le Groenland, par exemple, sur l'uranium, c'est la 6e réserve mondiale d'uranium. Donc ça, je pense que voilà, il y a une certaine, et ça, je pense que c'est intéressant, il y a une certaine cohérence de la part de Donald Trump qui vise véritablement à asseoir une forme d'hégémonie des États-Unis sur le bloc occidental et aussi à sécuriser les ressources rares et les métaux stratégiques. C'est ce qu'on a vu au Venezuela aussi, hein. C'est les ressources pétrolières, Ludovic, non, et qui sont cherchées là-bas, j'imagine. Thomas est très juste et je pense qu'on mesure progressivement, c'est-à-dire qu'on devient plus lucide. Point de départ étant avril dernier avec les droits de douane. Hein. Oui. Vous avez cette fameuse image dans la roseraie de le Liberation Blanche, Day. le jour de libération. En avril, on parlait tous de guerre commerciale. Là, on est parti maintenant dans le commerce guerrier. Ce qui est un virage totalement différent. C'est-à-dire que la guerre commerciale, c'est quelque chose qu'on tolère. Et là, nous sommes vraiment rentrés dans une nouvelle logique avec le Venezuela, le Groenland. Alors, le Groenland, j'allais dire, Trump, il va pas nous faire comme la Riviera à Gaza. Hein. Groenland, température moyenne d'hiver, moins 20 degrés et tout ça. Donc, on est dans une autre logique. Il y a tous les facteurs dont parlait Thomas à l'instant, c'est-à-dire des facteurs de ressources, que ce soit sur les terres rares, que ce soit sur l'uranium, que ce soit sur les hydrocarbures. Il y a le géostratégique, hein, puisqu'on sait que c'est un pivot important. Alors, ça demanderait une carte pour l'expliquer, mais on va dire en gros, c'est un verrou pour l'accès nord-atlantique. Et l'accès nord-atlantique est assez colossal et assez important. Mais il y a aussi toujours, en tout cas, c'est mon point de vue et c'est mon analyse, il y a toujours chez Trump aussi, qu'est-ce que souhaite
Trump au fond? Qu'est-ce qu'il souhaite provoquer? Tout à l'heure, vous disiez, Raphaël, que c'était la fameuse phase de Macron, l'OTAN en état de mort cérébrale. C'était en 2019. Ouais. Là, je pense que l'état de mort cérébrale est en train de s'élargir à l'OCDE, enfin beaucoup de structures comme ça, multilatérales, ouais. Et qu'on est en train de partir dans un autre système. Et peut-être que tout ça va se terminer finalement par, on est le 7 janvier, la plus grosse opération de fusion-acquisition des 2026, si ça termine par un achat, puisque c'est aussi une option qui a été mise sur la table. Absolument. Et ça sera intéressant de valoriser le Groenland aujourd'hui. Il y avait des chiffrages qui étaient à 50 milliards il y a quelques mois. Donc on va vers une mécanique aujourd'hui, j'allais dire ce qu'on croyait de la science-fiction, comme disait Thomas tout à l'heure, au premier mandat de Trump, est devenu un scénario un peu plus réel. Et là, maintenant, on se dit que on n'est plus dans l'univers du possible. Et la réaction européenne montre qu'il y a une véritable crainte, et une crainte qui n'est pas juste géopolitique, c'est une crainte qu'il y a un effet domino. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau monde qui s'ouvre devant nous. Ouais. Avec une Europe qui est un peu à la traîne là-dessus, Ronan Lemoyle. Sans paraphraser, effectivement, je partage les points de vue sur la partie géopolitique d'une part, économique de l'autre. Je pense que ce qui a changé, c'est que j'ai envie de dire le Trump du premier mandat est presque un petit joueur par rapport au Trump du mandat actuel, parce que je pense que maintenant, ce qui a beaucoup changé, je pense aussi, c'est que tout le monde pense que ces menaces sont crédibles. Oui. Je pense qu'il y a quelque temps encore, il faisait doucettement sourire, tant sur le fond, au sens quelle est la stratégie qui est derrière, ça venait de rappeler, il y a une vision relativement claire des choses et là où il veut aller, que sur la forme, au sens où on trouvait que c'était quelqu'un qui utilisait beaucoup de mots, beaucoup de phrases grandiloquentes, mais derrière, il ne se passait pas grand-chose. Aujourd'hui, si on fait la somme de quelques événements, Maduros, le Groenland et quelques autres, on voit quand il dit, les droits de douane, c'était peut-être d'ailleurs la petite mèche pour montrer, si, je vais faire des choses, vous allez voir. Mais ensuite, ça va monter crescendo. Puisqu'on nous aurait dit il y a quelques mois, après les droits de douane, il y aura Maduros dans un hélicoptère mis dans un tribunal à New York, où il y aura l'option militaire est possible au Groenland. Donc je crois que ce qui change, c'est que maintenant, les gens, il est crédible, mais ça veut dire autre chose. Il est crédible et il est le plus fort. Et je pense que c'est comme si Trump avait été dans une cour d'école avec des petits jeunes qui le protégeaient pendant très longtemps, en partageant avec eux le petit butin qu'il prenait aux autres. Et un jour, il leur dit, finalement, le butin, je le garde bien pour moi. Donc vous allez vous débrouiller. Et les autres savent qu'ils ne sont pas assez forts pour faire face à l'adversité qu'ils vont avoir face à eux dans la cour de récréation. Et je pense que, même si l'image est un peu forcée, qu'on est un peu là-dedans. Effectivement, je crois que ce qui fait peur, et on voit d'ailleurs les déclarations sont très modérées. Quoi qu'on en dise, parce que ce qu'on voit sur la table, c'est comme ce que fait Trump, c'est hallucinant. Et pour autant, personne ne dit, mais ça va pas, arrête ton cirque, on va te calmer. Parce que personne n'est capable. Il fait peur à tout le monde. Ce que vous nous dites, c'est qu'on est dans l'ère des empires et des prédateurs et que c'est la loi du plus fort. Il est impérialiste dans sa posture. Et je pense qu'il est impérialiste crédible aujourd'hui. C'est ça qui est terrible, je pense. Quelles sont nos armes, au niveau européen, Thomas Grébin, pour lutter contre ce genre d'impérialisme? Parce qu'on est plutôt herbivore que carnivore. Ouais, je pense que ça, d'autant plus, juste pour compléter, avant, je pense qu'il y a un autre point qui apparaît de plus en plus clairement, c'est le fait que le monde se divise en deux. C'est-à-dire il y a le pôle américain d'une part, et puis il y a d'autre part le pôle chinois. Oui. Et on voit bien que ça apparaît, ces derniers mois, on se posait un peu la question, parce qu'il y avait des allers-retours de l'administration Trump vis-à-vis de la Chine. Là, ça apparaît, il me semble, de plus en plus clairement que pour les États-Unis, c'est la menace principale, c'est le rival systémique, et que tout le reste est secondaire. Donc, ce que vous avez parlé de l'OTAN a été en partie construit face à l'Empire soviétique. Or, aujourd'hui, l'administration américaine considère que la Russie, c'est plus un enjeu d'un point de vue géopolitique ou géostratégique, enfin, en tout cas, un enjeu secondaire pour les États-Unis. Et je pense que donc toutes les organisations internationales qui ont été construites à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans un contexte malgré tout de début de guerre froide ou de guerre froide, aujourd'hui elles sont considérées comme un peu caduques parce que justement elles ne prennent pas en compte ces deux pôles au niveau mondial que sont les États-Unis et la Chine. Et donc en effet l'Europe se retrouve au milieu et l'Europe est divisée et n'a pas les armes, que ce soit militairement et de plus en plus économiquement pour faire face à ces prédateurs. Je suis tout à fait d'accord. On voyait effectivement arriver depuis quelque temps cette espèce de dichotomie entre le bloc américain et le bloc chinois. On se dit il y a des plaques qui vont bouger. Oui, c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, la montée de la Chine. C'est pas bouger sur le terrain économique. On voyait bouger, alors avec retour au protectionnisme côté américain, les Chinois qui font un peu leur marché de leur côté. On se dit ça va bouger tout doucement sur le terrain économique. Là, la nouveauté, c'est que Trump, il a rajouté une nouvelle dimension, effectivement. Je pense que l'image est bonne, du côté guerrier des choses. Il dit, pour faire bouger le modèle économique, il y a d'autres manières de faire que le simple changement des règles économiques. Il y a le pouvoir militaire, le pouvoir géopolitique. Et ça, je trouve que c'est une accélération du modèle
qui est quand même assez, qui d'ailleurs donne un peu le vertige quand on y pense. Il le fait de manière spectaculaire, quoi. Mais il y a une cohérence. Il y a une cohérence. La forme derrière. change. Il y a une cohérence. Il dit encore une fois, pour reprendre mon image tout à l'heure, dans la cour, il y avait un méchant qui était le Chinois, il y avait des petits autour de l'Américain, et lui il dit maintenant moi je m'occupe que d'eux. Thomas. C'est vrai que nous, Européens, on a longtemps pensé que, enfin en tout cas c'est 20 ou 30 dernières années, qu'en fait le libre marché, la libre circulation, c'était une réponse à tout. Et là, la fin de l'histoire dans les années 90, voilà. Fukuyama et là on le se rend commerce. compte que non, en fait, il faut sécuriser, y compris pour les grandes entreprises, il faut faire des choix et que le moindre coût dans un monde un peu chaotique, c'est pas forcément la solution la plus rentable à moyen à long terme. Et donc ça change aussi la façon dont à la fois les entreprises se comportent et les États, en l'occurrence les États-Unis ou la Chine. Après, il faut aussi, je pense, souligner que nous-mêmes, nous Européens, on a fait pendant très longtemps la même chose. Quand on pense à comment on a développé notamment notre parc nucléaire, on a aussi essayé de sécuriser nos approvisionnements en uranium. Ce qui semble du bon sens, oui. Et quand dans les 30 Glorieuses, on a sécurisé nos approvisionnements en uranium, on l'a aussi couplé avec une présence militaire autour. Donc il y avait aussi une très forte complémentarité dans les 30 Glorieuses entre nos intérêts économiques et nos intérêts militaires. Donc ce que fait Trump aujourd'hui, après tout, c'est ce que nous-mêmes on a fait pour sécuriser nos approvisionnements pendant très longtemps. Je trouve quand même qu'il y a une différence. Je suis d'accord avec ça. Il y a une différence, c'est que pour faire court, on va dire que c'est De Gaulle ou post-De Gaulle que tout ça se met en place. Je trouve que depuis en Europe, on a eu quand même plutôt tendance à affaiblir ce sujet-là, c'est-à-dire à le diluer dans le côté économique qu'on évoquait, la libre circulation, et quelque part, effectivement, de moins investir dans le militaire, d'ailleurs d'arrêter le service militaire en France, etc. etc. Là où l'inverse, aux États-Unis, depuis longtemps, on sentait que couvait l'idée de dire qu'au contraire, il fallait renforcer ça. Alors après, l'accélération du modèle, elle est incroyable. Mais ce qu'on a fait, nous, j'ai envie de dire, je ne suis pas sûr que Trump s'en soit inspiré, certainement pas, mais en tout cas, nous, on a pris le chemin inverse, tout doucement, de manière un peu insidieuse. Là où les Américains... Oui, en se reposant sous le manteau notamment de l'OTAN, sécuritaire et là, aujourd'hui, des Américains. C'est impressionnant, la situation qu'on vit quand même, la situation de moi, je trouve assez incroyable, encore une fois, les déclarations qu'on voit face à ce que fait Trump, puisque dans un monde normal, où les forces seraient équilibrées, les déclarations seraient beaucoup plus puissantes que celles-là. On voit bien que ce qui gouverne les déclarations, c'est la crainte de l'Américain. C'est ça. Les gens, les Européens ont peur des États-Unis, je pense. Qu'est-ce qui nous reste comme arme, Ludovic de Sauté, face à ça? On a le commerce, on est quand même une puissance commerciale encore. Est-ce que ça suffit? Cette conversation, on a eu sur les droits de douane, enfin, on a eu à de multiples occasions, et puis on a vu finalement les reculades, honnêtement, on va pas se mentir. Ce que disait Ronan est important, parce que, j'allais dire, et je vais pas être juge sur on a le sentiment que l'Europe n'est pas préparée, ne s'est pas préparée au monde qui vient. C'est-à-dire qu'on a un mauvais logiciel. Honnêtement, c'est ça qui est en train d'apparaître progressivement. Tout à l'heure, je disais qu'on on est passé de la guerre commerciale au commerce guerrier. Oui. C'est une autre mentalité. L'Europe est restée sur la première mentalité, ce qui est louable. C'est un monde qu'on préfère, honnêtement, enfin moi que je préfère. Mais maintenant, il va falloir gérer le monde qui nous entoure. Et une forme de pragmatisme. Après, je rebondis sur ce que disait Ronan tout à l'heure. Il ne faut pas oublier chez Trump la part psychologique, parce que on regarde, on observe entre le Venezuela et les déclarations sur le Groenland, c'est la revanche du taco, aussi. La revanche du taco, c'est quoi? C'est dire, OK, Trump a dit il y avait des droits de douane et tout ça, et puis tout ça se dégonfle gentiment, il y avait des chiffres excessifs, et puis à la fin, ça fait plus que 2% et tout ça. Là, il y a eu un coup de poing sur la table en disant, OK, vous allez voir ce que le taco est capable de faire. Et là, taco, on rappelle, c'était... ne fait jamais ce qu'il dit, en gros, on va dire. Chicken out, je me souvion du CO, c'est chicken out, mais le TH, j'ai oublié. Mais il parle beaucoup, mais grosso modo, il y a peu de faits derrière. En réalité, pas du tout. Voilà, un peu, on gonfle les muscles. Oui. Donc, il y a cette psychologie qui est réelle. On l'a vu dans toutes les négociations avec Trump et son administration, que ce soit sur les droits de douane et la gestion de Trump en tant que personne est un facteur réel aujourd'hui dans ce qu'on a à faire. Et le Danemark est en train de l'apprendre, quelque part. Et l'Europe est en train de l'apprendre. Après, j'allais dire, il faut diminuer d'un cran, parce que, évidemment, quand on regarde un globe, on a le sentiment que le Groenland, ça prend la moitié de l'hémisphère nord, avec la déformation du globe. Le Groenland, c'est la superficie de l'Algérie. Oui. Donc, c'est juste, on va resituer. Évidemment, il y a des ressources. Évidemment, il y a des enjeux. Évidemment, il y a des gens qui vivent. Évidemment, il y a des enjeux géopolitiques. Mais, j'allais dire, le positionnement que prend l'administration et le fait qu'il y ait une ouverture
cette nuit qui a été réalisée en disant mais tout ça pour être une négociation commerciale, j'allais dire l'Europe probablement a encore ce petit signal en disant avec vous on passera pas en force, on n'ira pas. Oui, même s'il pose l'option militaire aussi. À ce stade-là, on n'ira pas encore faire un commando qui ira à Bruxelles chercher von der Leyen. Non mais pardon, mais c'est et l'évacuer. nouveau monde, c'est complètement dingue. On n'en est pas à ce stadlà encore. Ouais. Faut un peu se calmer aussi. C'est-à-dire que c'est pas c'est vrai, mais il dit quand même je suis capable de le faire. La nuance, je suis totalement d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque part l'idée de dire il y a une négociation qui peut s'ouvrir, on peut très bien faire des accords bilatéraux où on va pas forcément vous acheter. On va dire que vous faites du commerce avec nous, puis en échange, on a accès de manière exclusive à un certain nombre de choses. Donc tout ça, c'est sur la table. Mais il dit quand même, s'il faut qu'on ait une option militaire, on peut l'avoir aussi. Oui. Et ça, c'est quand même un changement assez important dans la posture. Les Américains n'auraient jamais dit ça il y a encore 5 ans, je pense. Thomas. Et de son point de vue, c'est toujours une stratégie de négociation. C'est-à-dire, je tape d'abord et on discute après. Vous tapez le plus fort d'abord et donc vous menacez d'une invasion militaire. Évidemment, l'Europe ne peut pas faire face à ça. Et ensuite, vous dites, bah oui, finalement, on peut essayer de racheter le Groenland, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, ou proposer d'autres formes d'association. Il a fait exactement la même chose sur les droits de douane, c'est toujours la même chose. Vous menacez de façon très forte votre adversaire. Ou votre menace de 50, on finit à 15 et on dit ouf. Finalement, c'est ce qui s'est passé sur l'accord avec l'Union européenne, où vous finissez à 15, et puis finalement, vous considérez que 15, c'est mieux que 30, et donc c'est un moindre mal. Mais de nouveau, pour répondre à votre question, l'Europe a des armes, l'accès au marché intérieur, on pourrait taxer les services numériques, enfin il y a tout un certain nombre d'armes qui ont été notamment mis en place par la Commission européenne ces dernières années, qui pourraient être actionnées. Mais le problème, c'est que pour actionner des armes, il faut être prêt au rapport de force. Oui. Si vous voulez actionner... Ce qu'a fait la Chine, mais ce qu'elle n'a pas osé faire l'Europe. Et donc, si vous voulez, si vous avez des armes, vous n'êtes pas prêt à les actionner, et que chaque fois votre adversaire, en l'occurrence Donald Trump, sait que vous n'allez pas les actionner, en fait, c'est une porte ouverte pour lui en disant que les Européens s'agitent, mais en vrai, ils ne vont pas agir, donc je peux récupérer le Groenland et puis demain, autre chose. Il y a l'idée de dire qu'il faut accepter le rapport de force, si on va vers là, je suis d'accord, et qui est complexifié chez nous, en Europe, par le fait qu'il n'y a pas un alignement d'intérêts dans tous les domaines en Europe. On est 27 États membres. C'est terrible parce qu'on a face à nous quelqu'un qui, lui, est aligné avec lui-même par définition, qui donc, c'est exactement ce qu'il fait, effectivement, qui tape très fort, qui va, mais le train est totalement aligné derrière. Face à l'Europe qui, elle, pourrait effectivement brandir des menaces pourvu qu'elle soit prête effectivement à assumer les conséquences, mais qui en même temps a des divergences internes sur un certain nombre de sujets. Donc on va dire on est dans la complexité la plus totale, dans un complexe comme celui qu'on vit aujourd'hui. C'est terrible. Ce qui nous affaiblit un peu. Toujours dans cette thématique de multilatéralisme, si je puis dire, Washington a annoncé lundi son retrait de l'accord sur l'imposition minimum des sociétés. Alors on peut peut-être rappeler, Ludovic, ensemble, ce qu'était cet accord, un accord signé fin 2021 sous l'égide de l'OCDE, sans que plus de 140 pays s'étaient mis d'accord pour que il n'y ait plus d'IS inférieur à 15% pays par pays. L'idée, c'était de tuer les paradis fiscaux. Washington vient d'annoncer qu'il se retirait de cet accord. Est-ce que ça veut dire que cet impôt minimum mondial est mort ? Il est probablement mort. En tout cas, ceux qui l'ont signé, qui vont l'appliquer, vont maintenant se poser des questions, ça c'est certain, et s'interroger, puisque notamment c'est dans le cadre au sein du G7. Alors, l'annonce, elle date formellement de juin. Oui. Au G7, en fait, on a compris que c'était mort et enterré, que les États-Unis allaient sortir. La faiblesse, en vue des États-Unis, de Biden, d'avoir dit bon, on y va, et tout ça. Finalement, Trump avait été très très clair avant même l'élection, en disant que c'était un des objectifs de sortir les multinationales américaines. Et encore une fois, il fait ce qu'il dit. Ouais, et là, pour le coup, il fait vraiment ce qu'il dit. Là aussi, j'allais dire, les Européens étendus au Japon et autres, le Canada et ainsi de suite, se retrouvent à nouveau coincés dans la nasse, finalement, pour quelque chose qui a été engagé et lancé, et à la fin, finalement, ils se retrouvent là-dessus. Alors, maintenant, il y a un discours qui s'installe, notamment à Bruxelles, en disant... on a échappé belle, puisque derrière, Trump avait armé un dispositif, avait armé son bazooka, finalement, en disant, si les États-Unis rentrent là-dedans, nous, on va mettre en place une taxe de revanche, finalement, en disant, on va faire l'inverse. Revenge tax, exactement. On l'appelle à Washington. Et que toutes les entreprises étrangères dans les pays appliqués se verraient aussi taxées aux États-Unis. Voilà, mais on est exactement dans le cirque qu'on vient de décrire. Le rapport de force. Un rapport de force qui a été clairement posé. Et puis à la fin, j'allais dire, le seul amour que nous concède en tant qu'Occidentaux européens Trump,
c'est de dire, je vais vous laisser raconter une histoire qui vous est favorable. C'est la seule marge de manœuvre. C'est comme les 15%, c'est comme probablement le Groenland un jour, et comme l'impôt. Juste dire, je vous concède le storytelling à la fin. Donc, tout le monde raconte en storytelling que c'est pas mal, on aurait pu échapper à, mais en fait, on s'est fait avoir. Bon, il y a du storytelling du côté du Trésor américain aussi qui parle d'une victoire historique, mais il faut se souvenir qu'en 2017, Thomas Grébin, Donald Trump avait mis en place la GILTI, ce qu'ils appellent la GILTI là-bas, ce qui était un impôt minimum de 14%. On n'est pas très loin des 15% de l'IS mondial de l'OCDE. Donc est-ce que c'est un game changer finalement, cette annonce de Washington, ou est-ce que c'est un peu pour revendiquer une victoire un peu Potemkin, quoi ? Je pense que c'est entre les deux, c'est-à-dire que c'est évidemment une victoire pour les États-Unis. Après, je pense que ça ne remet pas complètement en cause non plus le deal global, parce que comme vous venez de le dire, là, c'est ce qui était en discussion, c'était le pilier 2 de l'accord qui prévoyait une taxation minimale de 15% pour les multinationales. Et pays par pays. Pays par pays, ça c'est très important. Et l'administration américaine disait on n'a pas lieu d'avoir cette taxation minimale, d'une part pour des raisons de souveraineté fiscale. Nous, Américains, on considère que nos entreprises ne doivent pas dépendre de la législation américaine et pas d'une législation internationale. Et puis, dans le cas d'espèces, nous, on a déjà, comme vous l'avez dit, une taxation minimale autour de 14% pour les grands groupes et de 12-13% pour le reste. Et donc, en fait, il y a une forme de parallélisme entre cette règle de l'OCDE et ce que nous, on a déjà en place. La grande différence, c'est que c'est un impôt mondial consolidé aux États-Unis. Et ça, ça change tout. Et ça c'est très important parce que, juste pour donner un exemple, aujourd'hui, dans le système fiscal américain, donc comme vous l'avez dit, les bénéfices sont consolidés au niveau du groupe, au niveau mondial. Donc, typiquement, si vous avez une filiale aux Bahamas ou dans un paradis fiscal où vous êtes imposé à 0%, vous allez rester imposé à 0% pour peu que le groupe a d'autres filiales dans des pays occidentaux, la France, l'Allemagne, le Japon. Par exemple. Et qu'en compensant, augmenter la moyenne. En compensant les bénéfices dans les différentes filiales, en fait, on arrive à un taux de 15% ou de 14% dans le moyenne. Donc, c'est une façon dans le texte de l'OCDE qui vont être appliqués pour les entreprises européennes, c'est différent. C'est comme vous l'avez dit, c'est pays par pays. Donc, si vous avez une filiale dans les Bahamas, elle va être taxée à 15%. Et donc, le risque de cet accord, c'est que ça... C'est le grand retour des paradis fiscaux. C'est le retour potentiellement des paradis fiscaux. S'ils n'ont jamais été... Et deuxièmement, le risque, c'est que des entreprises européennes soient une incitation plus forte pour mettre leur siège aux États-Unis, parce que si vous mettez votre siège aux États-Unis, vous bénéficiez de la législation américaine et donc vous pouvez continuer à faire une forme d'optimisation fiscale. Je dire, en fait, en apparence, c'est presque la même chose, 15%, 14%, mais la mécanique de fonctionnement change tout. Et effectivement, on voit que les optimisations, alors on appelle ça paradis fiscaux, les prix de transfert qui vont changer, on peut appeler ça comme on veut. En tout cas, on peut faire un peu de bonne taux avec tout ça, en tout cas avec la règle américaine, qu'on ne peut pas faire avec la règle que les Européens voulaient voir mettre en place. Et puis effectivement, je suis assez d'accord, il y a un risque assez fort de voir, en tout cas un risque assez fort. Il peut y avoir une tentation de dire mettons notre siège aux États-Unis, parce que comme ça on bénéficiera d'une bonne règle américaine qui elle est bien plus avantageuse. C'est un véritable avantage compétitif par rapport aux entreprises, aux grands groupes européens, non ? On a le storytelling, 14 c'est presque comme 15, mais c'est pas la même chose au niveau du fond, c'est clair. Non, c'est un véritable. Cette notion, j'aime pas trop paradis fiscaux parce que là, on est plutôt dans l'optimisation naturelle d'une entreprise. Honnêtement, c'est pas. On le voit déjà sur des mécaniques de double cotation, des choses comme ça. C'est-à-dire finalement l'accès au marché américain avec ses avantages. En l'occurrence, l'accès à l'argent, ni plus ni moins. Une entreprise, c'est son rôle, elle réagit par rapport à ça. Et c'est les verrous que fait sauter Trump. C'est-à-dire que, honnêtement, il y a le symbole dans lequel on était jusqu'à maintenant, et le symbole, il est peut-être pas très bon c'est plutôt sympa de se dire que 140 pays se mettent d'accord sur une taxe et qu'avancent de front, mais ça c'est le monde d'avant, une fois de plus. Et le monde qui vient, c'est de dire maintenant ça a pu marcher comme ça. Ça a pu marcher, et là, à nouveau, c'est à l'Europe de réagir. C'est-à-dire comment l'Europe, dans les années qui viennent, redevient ou devient plus sexy
pour être capable d'attirer des entreprises, des sièges, parce que c'est pas juste, jusqu'à maintenant on venait parce qu'il y avait des bons transports, on va dire le niveau de vie était sympa, la qualité de vie et tout ça. Là, on rentre. Oui, puis un grand marché de consommateurs. Voilà, oui. On en est où au niveau européen sur les investissements directs étrangers, les fameux IDE? Est-ce qu'on voit ce flux partir vers les États-Unis au détriment de l'Europe en ce moment, ou finalement pas tant que ça, Thomas Grabine? En tout cas, c'est un peu tôt pour l'instant pour savoir s'il y a un véritable effet. C'est-à-dire que... Non, mais plus largement, même depuis Biden et l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui était un acte fort d'attractivité fiscale. Après, déjà. c'est le pendant. Quand vous avez des déficits courants importants, ou des déficits commerciaux importants, ben, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Vous achetez, vous achetez, vous consommez, vous achetez beaucoup. Vous achetez beaucoup à l'étranger, et donc en échange, les étrangers, ce qu'ils reçoivent de facto, c'est des dollars américains qu'ils investissent en partie sur le sol américain. Donc ces investissements, c'est aussi le pendant des déficits commerciaux américains. Est-ce que l'Europe est en danger aujourd'hui? En tout cas, c'est un des risques aujourd'hui, c'est que les grands investissements, on pense notamment à tout ce qui est dans l'intelligence artificielle, on voit que les ordres de grandeur entre ce que font les Américains et ce que font les Européens, c'est pas du tout le même ordre de grandeur. Juste un chiffre, entre 2016 et 2024, lorsque vous regardez les annonces d'investissements industriels dans le monde, vous voyez que l'Europe, c'est autour de 6% des investissements industriels annoncés dans le monde. Les États-Unis, c'est autour de 18%. Et l'Asie, c'est plus de 50%. Donc là, ça vous montre aussi qu'il y a un décalage de plus en plus fort entre les investissements massifs industriels qui se font en Asie et dans une moindre mesure aux États-Unis, même si là, dernièrement, il y a eu des investissements très importants dans l'IA, et l'Europe qui, oui, il y a certes des investissements, mais en volume, c'est beaucoup plus faible que ce qui se fait dans le reste du monde.